En 1990, le plus grand vol de musée de l'histoire a eu lieu. Les voleurs ont dérobé des tableaux d'une valeur de 500 millions de dollars. La façon dont ils se sont introduits dans le musée était géniale. Les gardiens leur ont simplement ouvert la porte. Les voleurs n'ont pas eu besoin d'entrer par une fenêtre ou de creuser un tunnel sous terre ou quoi que ce soit d'autre. Alors, comment ont-ils réalisé ce vol? C'est ce que nous allons découvrir dans l'histoire d'aujourd'hui. Le musée Gardner est l'un des plus anciens musées d'art d'Amérique. Il a été inauguré à Boston en 1903, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Le musée est un ancien palais qui n'a subi aucune modification depuis sa création, car la riche dame qui l'a fondé, Isabella Stewart Gardner, a écrit dans son testament que le musée devait rester en l'état. Dans le cas contraire, toutes les œuvres d'art qu'il contient seraient transférées à Paris et vendues aux enchères, et l'intégralité des recettes irait à l'université de Harvard. C'est ainsi que le musée a conservé sa forme depuis plus d'un siècle, sans subir de changements majeurs. Et bien sûr, un bâtiment aussi ancien n'aurait certainement pas été construit avec les normes de sécurité élevées qui s'appliquent aux musées modernes. C'est pourquoi l'administration du musée l'a doté de toutes les mesures de sécurité possibles, telles que des caméras de surveillance, des systèmes d'alarme, des détecteurs de mouvement, etc. Le musée contenait plus de 2500 œuvres d'art, dont des peintures, des sculptures et autres. La valeur de cette collection d'art est estimée à plusieurs milliards. Bien entendu, cela en faisait une cible de choix pour les voleurs. Le 18 mars 1990, le musée a fait l'objet d'un énorme cambriolage. Bien que les voleurs n'aient dérobé que 13 œuvres d'art, celles-ci sont estimées à plus de 500 millions de dollars. Le vol a eu lieu le jour de la Saint-Patrick. La plupart des habitants de Boston se sont rassemblés dans le centre-ville. Les voleurs ont donc profité de cet événement pour effectuer le vol. Ce jour-là, il y avait 2 gardiens dans le musée. Le premier s'appelle Richard Abbott. Cet homme avait l'habitude de venir travailler, parfois ivre. Le second, Randy Estand, avait pour mission de rester assis et de surveiller les caméras de sécurité. Quant au second gardien, Randy, sa tâche consistait à faire des visites entre les salles et les couloirs du musée. Ce jour-là, à 1 heure du matin, une alarme incendie se déclenche au 3e étage du musée. Richard demande à Randy d'aller voir ce qui se passe, mais celui-ci constate qu'il n'y a pas de problème. Il s'agissait seulement d'un dysfonctionnement du système d'alarme. Environ 30 minutes plus tard, à 1h30, 2 policiers se sont approchés du musée, plus précisément par la porte arrière, réservée aux employés. Ces 2 policiers ont frappé à la porte. Ils demandent au gardien d'ouvrir. Le premier gardien, Richard, était assis dans le bureau de la sécurité. Il a entendu le bruit des coups frappés à la porte. Et quand il a vu les caméras, il a su que ceux qui frappaient à la porte étaient des policiers. Son collègue s'est donc rendu à la porte pour leur parler. Les policiers lui ont dit qu'ils étaient venus à la suite d'un rapport de quelqu'un qui leur avait dit qu'il y avait une alarme dans le musée. Le gardien a dit à la police qu'il s'agissait simplement d'un dysfonctionnement de l'alarme incendie, qu'ils avaient vérifié l'endroit et que tout allait bien. Mais la police a insisté. Alors le gardien a cédé et a ouvert la porte. Les policiers sont entrés dans le musée et ont commencé à visiter les lieux. Ils se sont d'abord rendus au bureau de surveillance. Ils l'ont regardé, ils ont regardé les caméras et ils ont tenu à éloigner le gardien de la table parce que le seul bouton d'alarme directement relié au poste de police se trouvait sur la table. Un policier a dit au gardien « J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Votre visage m'est familier. » Le deuxième policier est entré dans la conversation et lui a dit « Votre visage est vraiment familier et je pense que vous êtes recherché pour arrestation. » Et il lui a demandé de prouver son identité. Le garde a répondu et lui a donné sa carte d'identité. Quelques secondes plus tard, le policier lui dit « Vous êtes recherché. » Les 2 policiers ont attrapé le garde et l'ont menotté. À ce moment-là, le deuxième garde, Randy, est arrivé.
et il a été surpris. Il leur a demandé ce qui se passait, mais ils l'ont également menotté. Le deuxième gardien a été surpris. Il leur a demandé « Que faites-vous » Le policier a simplement répondu « Nous sommes ici pour vous voler. » Ces voleurs ont pris les deux gardes et les ont attachés dans la cave, et ils leur ont scotché la tête. Lorsque les voleurs se sont débarrassés des gardes, ils ont détourné les caméras et désactivé l'imprimante qui enregistre les données des détecteurs de mouvement et des alarmes. Ils sont ensuite entrés dans les salles du musée et ont commencé à s'emparer de différentes œuvres d'art. Ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont volé que 13 œuvres d'art. Ils avaient toute la nuit pour prendre un camion et voler toutes les œuvres d'art du musée. De même, ils n'ont pas volé les peintures les plus précieuses du musée. Ils n'ont même pas dévissé les tableaux de leur cadre. Au lieu de cela, ils ont pris un scalpel et l'ont découpé sur les bords, ce qui signifie que les tableaux qu'ils ont volés ont été gravement endommagés. Malgré tout, les objets qu'ils ont volés restent d'une très grande valeur. Comme nous l'avons dit, ils ont volé au total 13 œuvres d'art. La valeur de ces œuvres d'art est d'environ 500 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand vol d'œuvres d'art de l'histoire. Le lendemain matin, le personnel du musée a découvert ce qui s'était passé. Ils ont donc appelé la police. Quelques minutes plus tard, la police et le FBI sont arrivés et ont commencé leurs investigations. Bien sûr, ils ont trouvé les deux gardiens ligotés au sous-sol, et voici de vraies photos d'eux. Il était clair que les voleurs avaient habilement préparé l'intrusion, déguisés en policiers, et qu'ils connaissaient tous les détails du système de sécurité du bureau. Mais le vol lui-même était stupide pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'ils auraient pu voler beaucoup plus d'œuvres d'art qu'ils ne l'ont fait. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas volé les œuvres d'art les plus précieuses du musée. La troisième raison est qu'ils ont détruit les peintures et les ont coupées lorsqu'ils les ont retirées de leur cadre. Ces hommes savent comment voler parce qu'ils sont des voleurs, mais ils ne savent pas comment manipuler l'art parce qu'ils n'ont aucune expérience dans ce domaine. Ici, les enquêteurs espéraient que les voleurs laisseraient des traces derrière eux. Mais après avoir examiné le musée, ils n'ont pas trouvé de traces, ni d'empreintes digitales, ni d'ADN. Ils n'ont eu que le témoignage des gardiens et, sur la base de ce témoignage, des portraits robots des voleurs ont été réalisés. Selon le gardien Randy, le second gardien, tous deux sont de peau blanche, ont des cheveux noirs et de grandes moustaches, mais il s'agit vraisemblablement de faux. Quant au premier gardien, Richard, il a déclaré qu'il ne se souvenait pas des détails de leur visage, même après avoir vu les croquis. Cela nous amène à l'une des grandes théories de l'affaire, à savoir que cette opération a été menée de l'intérieur et que le garde, Richard, faisait partie du gang. Tout le monde a témoigné qu'il avait l'habitude de venir ivre au travail, mais ce jour-là, il était pleinement conscient, ce qui a été prouvé par l'analyse sanguine. Pourquoi ce jour-là était-il exceptionnellement conscient? Deuxièmement, les voleurs connaissaient tous les détails de sécurité du musée et savaient où se trouvait le seul bouton d'alarme relié au poste de police. Ils connaissaient les détecteurs de mouvement, les alarmes et toutes les caméras de surveillance. Ces détails sont censés n'être connus que des personnes qui travaillent au musée. De plus, c'est Richard qui les a fait entrer, alors que les lois et les instructions interdisent aux gardiens de laisser entrer qui que ce soit dans le musée, même la police. C'était écrit dans les instructions, mais Richard dit qu'il n'avait pas connaissance de cette loi. Il ne s'agissait que de suppositions des enquêteurs, qui ne pouvaient rien prouver à son sujet, mais de nombreux éléments jetaient le doute sur lui. Les enquêteurs ne savaient plus où donner de la tête. Ils ont donc commencé à examiner des affaires antérieures et à s'intéresser à des criminels ou à des chefs de gang qui avaient déjà eu des liens avec des vols artistiques de ce type. Les enquêteurs ont envisagé 3 possibilités. La première possibilité est que les voleurs avaient un cerveau derrière eux, comme un chef de gang ou un homme riche qui aime les œuvres d'art, et que c'est lui qui les a engagés pour mener à bien l'opération. La deuxième possibilité est que les voleurs travaillaient pour leur propre compte
mais qu'ils avaient des liens avec des gangs et la mafia, et qu'ils proposaient donc ces œuvres sur le marché noir à leur manière. La troisième possibilité est que les voleurs demandent une rançon au musée ou à la compagnie d'assurance en échange de la restitution des objets volés, car le montant payé par la compagnie d'assurance sera certainement beaucoup plus élevé que la rançon. Mais la surprise des enquêteurs a été de découvrir que le musée n'avait pas d'assurance pour ses œuvres. Le musée n'était pas en mesure de supporter les coûts élevés de l'assurance, surtout après que les prix des œuvres d'art ont augmenté de façon insensée dans les années 80. Et bien sûr, les prix de l'assurance ont augmenté avec eux, car la direction du musée n'a pas supporté les coûts de l'assurance pour les œuvres qu'elle possédait. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est offrir un prix d'1 million de dollars à toute personne qui fournirait des informations permettant de retrouver les œuvres d'art volées. Bien sûr, il s'agissait d'un prix énorme, mais ce n'était rien comparé à la valeur des objets volés. Ce montant a séduit de nombreuses personnes et l'administration du musée a commencé à recevoir plusieurs appels dont la plupart étaient faux. L'un de ces appels provenait d'un homme qui affirmait qu'il connaissait 2 personnes ayant des relations avec les gangs de la pègre et qu'il y avait des similitudes entre elles et les portraits robots publiés par la police. Les enquêteurs ont commencé à suivre ces 2 personnes et ont pu les atteindre. Ils ont trouvé une personne morte dans sa voiture, poignardée et attachée avec une corde, avec un sac en plastique sur la tête, ce qui signifie que ces assassins étaient des gangsters. La deuxième personne a été retrouvée morte à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque, et les causes de cette attaque sont inconnues. Les enquêteurs ont conclu qu'il s'agissait probablement de crimes organisés, et la mort des 2 hommes à la même période ne peut être une coïncidence. Les enquêteurs ont comparé les visages de ces hommes avec les 2 personnes figurant sur les croquis dont ils disposaient, mais il n'y avait pas de grande ressemblance. Nous sommes en 1997, ce qui signifie que 7 ans se sont écoulés depuis l'incident. L'administration du musée porte le prix à 5 millions de dollars grâce aux contributions de sponsors importants dans le domaine artistique. Après l'augmentation de la récompense, des événements importants se sont produits dans l'histoire. Ces événements ne seront pas causés par la police ou le FBI, mais par un journaliste nommé Tom Mashberg. Tom travaillait pour un journal bien connu de la ville de Boston et s'intéressait à cette affaire. Au cours de ses recherches sur l'affaire, il a entendu parler d'un voleur d'œuvres d'art nommé Miles Connor, l'un des voleurs d'œuvres d'art les plus connus de Boston. Le journaliste Tom a commencé à faire des recherches sur l'histoire de Miles Connor et sur les vols précédents qu'il avait réalisés, et il a découvert que cette opération était similaire à celle de Connor. Mais Connor était en fait emprisonné au moment de l'opération. Il a pensé que Connor avait peut-être des amis qui menaient cette opération avec ses assistants. Et lorsqu'il a commencé à enquêter sur les amis de Connor, il a trouvé un homme nommé William Youngsworth. Il s'agissait d'un antiquaire qui avait des activités très suspectes, telles que des vols et des affaires d'armes et de trafic de drogue. Tom, le journaliste, décide de publier des articles dans le journal sur William et son lien avec Connor, ainsi que sur son lien possible avec le cambriolage du musée Gardner. Tom a publié 3 ou 4 articles, tous centrés sur William. Un jour, William Youngsworth prend contact avec Tom et lui demande d'arrêter les mensonges qu'il écrit sur lui et qu'il nuit à sa réputation. Le 18 août 1997, Tom reçoit un appel d'un inconnu. Cette personne lui dit « Je suis le représentant de quelqu'un que vous connaissez. Ce soir, après ton travail, je veux t'emmener à un endroit et te montrer quelque chose. » Tom a immédiatement compris que cet homme était envoyé par Youngsworth et il a donc accepté de le rencontrer après avoir terminé son travail. En effet, après son travail, Tom rencontra cet inconnu et ils montèrent dans sa voiture. À 1 heure de route de Boston, ils sont arrivés à un bâtiment situé dans un endroit isolé. L'inconnu est entré dans le bâtiment et Tom l'a suivi. Il s'agissait d'un grand entrepôt contenant de nombreuses choses. L'inconnu ouvrit un cylindre en plastique et en sortit un tableau plié qu'il ouvrit pour le montrer à Tom.
Ce tableau s'appelait « Une tempête dans la mer de Galilée » et c'était l'une des œuvres du célèbre artiste néerlandais Rembrandt. Et c'était l'un des tableaux qui avait été volé au musée. Ce fut une surprise pour Tom. L'inconnu maintenait la lumière sur le tableau pour que Tom puisse en voir les détails et s'en assurer, comme les cendres des coins, et la chose la plus importante est la signature de Rembrandt sur le coin du tableau. Au bout d'une trentaine de secondes, l'homme a plié le tableau et a dit à Tom que cela suffisait. Ils ont ensuite quitté l'entrepôt et Tom est remonté dans la voiture pour retourner à Boston. L'inconnu a demandé à Tom de ne dire à personne ce qu'il avait vu pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il déplace les tableaux dans un autre endroit, ce que Tom a accepté. Tom n'a pas pu en parler à la police afin de préserver sa réputation de journaliste. Quelques jours plus tard, Youngsworth a contacté le FBI et lui a dit qu'il avait des informations qui pourraient lui permettre de récupérer les œuvres volées, mais qu'il posait certaines conditions. Youngsworth a demandé au FBI d'abandonner toutes les charges retenues contre lui qui n'étaient pas à l'origine liées au vol. La première condition était qu'il leur dise qu'il voulait qu'ils abandonnent toutes les charges qui pesaient sur lui. La deuxième condition est qu'ils libèrent Connor de prison et qu'ils abandonnent également les charges qui pèsent contre lui. La troisième condition est qu'ils leur remettent le prix de 5 millions de dollars annoncé par le musée. Et pour prouver ses dires, il a demandé au FBI d'appeler le journaliste Tom afin de confirmer qu'il ne mentait pas. Le FBI a fait venir des experts techniques du musée et ils ont appelé Tom pour confirmer ses dires. Il leur a raconté tout ce qu'il avait vu. Les experts l'ont interrogé sur des détails spécifiques du tableau, comme la forme des fissures et l'emplacement de la signature, ainsi que sur certains signes qu'il connaissait dans le tableau. Tom leur a dit qu'il avait vu le tableau dans un entrepôt sombre avec un projecteur et que ce n'était qu'un coup d'œil rapide, mais qu'il était sûr d'avoir vu le vrai tableau. Malgré tout, le FBI ne veut pas se soumettre aux conditions de Youngsworth et le refuse sous prétexte qu'il ne peut pas confirmer que Youngsworth possède les peintures originales. Afin de convaincre le FBI et de lui faire croire que les peintures qu'il possède sont réelles, Connor entre dans la file d'attente et commence à se confesser. Il a commencé à leur raconter les détails du vol et à leur dire que 2 de ses disciples s'étaient rendus au musée Gardner et avaient découvert que le système de sécurité était déficient. Connor leur a dit que c'était lui qui avait planifié la façon dont ils avaient pris d'assaut le musée et qu'il leur avait dit de se déguiser en policier. Il leur a également donné le nom d'un de ses disciples, William Hutton, qui gardait habituellement les œuvres volées. William est d'ailleurs l'homme qui est mort d'une crise cardiaque. Mais après la mort de William Hutton, Youngsworth a gardé toutes les œuvres d'art avec lui. Malgré toutes ces preuves, le FBI rejette l'offre et refuse d'accepter ses conditions. Les négociations ont abouti à une impasse. Connor refusait de donner des informations supplémentaires et Youngsworth refusait de parler à moins que Connor ne bénéficie de l'immunité. Et le FBI refusait les négociations tant qu'on ne lui présenterait pas la preuve que les œuvres étaient authentiques. Quelques jours plus tard, en octobre 1997, une enveloppe est envoyée au bureau du journaliste Tom. Cette enveloppe contenait une pellicule photo à développer ainsi que de très petits morceaux de la peinture. Après avoir développé les photos, ils ont découvert qu'il s'agissait de peintures de Rembrandt volées au musée. L'expert en photographie du journal a confirmé que les photos étaient réelles, et le FBI l'a également confirmé. Quant aux petits morceaux de peinture qui se trouvaient dans l'enveloppe, ils ont été envoyés à un spécialiste pour vérification. L'expert a en effet déclaré que ces morceaux de peinture remontaient sans aucun doute au XVIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque où les tableaux ont été peints, et qu'il s'agissait du même type de peinture que celui utilisé par Rembrandt, ce qui signifie que le type de peinture correspond. Il devait s'agir d'une preuve solide étayée par l'avis d'un expert. Mais lorsque le FBI a pris ces morceaux de peinture et les a examinés lui-même, il a conclu qu'ils ne correspondaient pas aux morceaux de peinture qui se trouvaient sur la scène de crime.
Le FBI a donc refusé d'admettre ces morceaux comme preuve de l'authenticité des peintures. L'un des négociateurs a demandé à Connor et Youngsworth de leur donner l'un des tableaux volés comme preuve de leur dire, mais ils ont refusé de présenter le tableau parce qu'ils savaient qu'ils seraient arrêtés dès le départ, car il n'y avait rien pour les protéger et ils pouvaient ajouter l'accusation d'extorsion à leur encontre. L'accord n'a pas été conclu et, après un certain temps, les négociations se sont complètement arrêtées. Finalement, Connor a purgé sa peine en prison. Les tableaux volés n'ont pas été retrouvés et le FBI n'a pas été en mesure d'arrêter les voleurs qui avaient commis le cambriolage. L'affaire est considérée comme non résolue et personne ne sait à ce jour où se trouvent les tableaux. Youngsworth et Connor font peut-être partie des rares personnes au monde à savoir où se trouvent ces œuvres d'art. Connor a par la suite écrit un livre sur son passé et sur d'autres vols. Mais que pensez-vous de ce qui s'est passé? Le FBI a-t-il voulu tendre un piège à Connor et Youngsworth sans y parvenir? Ou avait-il de réels soupçons? Connor et Youngsworth avaient-ils vraiment les peintures originales? J'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et nous voici arrivés à la fin de l'histoire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer le bouton cloche. Et voici quelques vidéos sur les plus grands vols de l'histoire que vous pouvez regarder. Merci de votre attention.